Notre première invitée pour la dernière table ronde est avec nous, Cécile Leduc, bonjour. Dans la tête des grands groupes, Cécile Leduc, Pierre-Yves Koch, Erwan Tanet, Pierre Billet, Fabien Girer qui vont nous rejoindre. Tout le monde arrive. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Il y a Laurent Tricard qui nous rejoindra tout à l'heure en troisième partie de cette dernière table ronde de cet après-midi. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? Non, il manque Pierre Billet qui n'est pas encore là. Pierre Billet qui va arriver, je l'espère, il va monter sur scène. Et Erwan, tu n'es pas seul? Non, c'est avec Paola Villalba. Avec Paola qui sera également avec nous. Paola Villalba. C'est ça. Ok. On nous entend bien avec le masque? Je vous entends bien, oui. Je vous entends avec le masque, oui. Tout le monde entend, ça va, tout va bien. Bon, je vous propose de commencer déjà cette troisième table ronde par un tour de table pour se présenter chacun et chacune et que nos spectateurs puissent avoir l'idée de qui vous êtes et ce que vous faites en attendant que Pierre Billet nous rejoigne. Pierre Billet de Big Up Business Maker qui nous rejoindra, je l'espère, dans un instant. Cécile, alors, le tutoiement était de rigueur dans les précédentes tables rondes. Est-ce que ça vous va? Oui, bien sûr. Allez, c'est plus simple. Cécile, dans la tête des grands groupes, et Cécile, tu représentes la SNCF cet après-midi. Tout à fait. Donc, je suis responsable du 574 des Hauts-de-France. Et donc, brièvement, les 574, qu'est-ce que c'est? Ce sont les maisons digitales de la SNCF. Voilà. Donc, on est situé à Euratechnologie. Erwan et Paola, on vous écoute. Alors, bonjour à vous. Moi, je suis salarié de la Voie du Nord. Je suis responsable de la partie innovation, à la fois en interne et puis en externe, puisque Paola, qui est à côté de moi, est référente de Syllabus Média, qui est l'accélérateur de la Voie du Nord. Donc voilà, on va vous donner un peu plus d'informations sur tout ça dans les minutes qui arrivent. Nous sommes les deux personnes qui travaillent dans l'Open Innovation pour la Voie du Nord. Merci. Pierre-Yves Koch. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je représente le Crédit Agricole Nord-de-France ainsi que nos camarades de Crédit Agricole Technologie Service. Donc moi je travaille au sein de la direction marketing et innovation et j'ai notamment pour mission d'animer et de coordonner notre dispositif d'innovation interne. Ah bah Pierre Billet est arrivé. Merci Pierre-Yves. Fabien Girer, tu représentes une start-up cet après-midi. Oui, bonjour. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Après 20 ans d'avoir travaillé dans des grands groupes, j'ai créé Jouxter il y a 6 ans, qui est une société spécialisée dans la gestion de l'environnement de travail. Et aujourd'hui, je suis un fruit d'Euratechnologie. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe de 25 personnes et on va pouvoir parler de cette collaboration avec nos grands groupes. Oui, parce qu'on va créer ici alors, il y a beaucoup d'intervenants, mais on va essayer de donner la parole à chacune sur différentes thématiques. On a 45 minutes maintenant pour le faire. Dans la tête des grands groupes, comment se tisse la relation entre une start-up, un porteur de projet et le grand groupe? Comment, au sein des grands groupes également, se fait cette réflexion de la collaboration à un moment donné avec des start-up? Si à un moment donné, ça a pu être une opération de communication pour les grands groupes, aujourd'hui, il y a une vraie volonté et il y a un vrai besoin de trouver des collaborations cohérentes. Alors, avant de continuer, Pierre Billet, ça y est, on ne te voyait pas, maintenant on te voit. Est-ce qu'on va t'entendre, Pierre? Oui, bonjour à tous et à toutes. Désolé pour ces petits problèmes techniques. J'ai assisté aux autres conférences qui étaient fort intéressantes, et du coup, quand j'ai voulu me connecter… ça n'a pas marché. Mais bon, voilà, ça y est, on est là. Et par contre, à Montpellier, nous avons beaucoup moins de soleil que dans le Nord. Mais bon, tant pis pour une fois. Je l'ai en plein visage. Alors, Pierre, tu représentes Big Up Business Maker. Oui, donc Big Up, alors je représente avec Lucie, qui est en face de moi, qu'on ne voit pas sur la caméra, mais qui est là, puisque nous avons créé tous les deux en 2015 Big Up pour justement faire une meilleure connexion entre les grands groupes, les ETI et les startups. Et puis, c'est un peu une longue histoire
avec les Hauts-de-France, puisque c'est la 4e fois que nous venons dans les Hauts-de-France. Cette année, donc, est toujours en partenariat avec HDF-ID et puis la région des Hauts-de-France. Avec donc cette année, comme vous le pouvez le voir autour de la table, donc la SNCF, Crédit Agricole, Technologie et Services et Nord-de-France, La Voie du Nord et Investinov, avec qui on a fait un partenariat aussi pour aider à trouver des investisseurs, qui étaient donc sur la table ronde la première. Donc, en fait, juste un mot sur Big Up, parce que dans cette période de crise, donc vous nous connaissez tous, hein, c'était ce que je disais tout à l'heure, le fait de faire à la fois de la détection de besoins auprès des grands groupes et puis donc l'ouverture au marché pour les startups. Et la crise du Covid, en fait, nous a impacté comme tout le monde et nous a amené à bouger aussi un petit peu notre positionnement avec des nouvelles offres, à nous réinventer et d'aller plus en amont et en aval de l'événement que l'on faisait territorial chaque année, avec effectivement, mais on y reviendra sûrement après, une partie sur la détection des besoins, et on a vu dans la table ronde précédente comme c'est important de bien connaître les besoins de ses clients, et puis une partie sur comment on accompagne aussi la mise en œuvre d'époque, et bien sûr toujours le sourcing, le matching et les technos qui vont avec, puisqu'on a développé aussi notre plateforme. Donc en fait, c'est effectivement cette notion de voilà, qu'est-ce qui se passe pendant la crise, quoi, hein. C'est nous, que l'on a vu, en tout cas pour l'instant, c'est que il y avait effectivement des changements. On y reviendra pour les grands groupes tout à l'heure, mais je voudrais déjà partir de la vision des startups. On a fait pendant le confinement, alors c'était à la fin du premier confinement, mais c'est toujours valable puisqu'on le voit avec toutes les startups avec qui on discute, une étude avec DVA sur les besoins des startups en sortie de crise. Et très, très clairement, il apparaît que la première des choses dont elles ont besoin, mais c'est comme beaucoup d'entreprises malheureusement, c'est de remplir leur carnet de commandes pour 2021. Et que pour l'année 2020, elles survivent à peu près grâce au PGE, grâce aux aides diverses et variées, mais que le gros gap à passer, c'est vraiment 2021. Et donc, effectivement, la logique veut que on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour aller dans ce sens et pour les aider à remplir leur carnet de commandes. Mais parallèlement, alors ça, c'est pas vu par l'étude, mais c'est quelque chose que l'on a vu aussi par nous-mêmes, c'est qu'il y a un besoin de réinvention du fonctionnement, que ce soit des business units, des grands groupes, ou que ce soit des ETI, même si c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de l'imaginer. Voilà ce qu'on peut dire en entrée sur Big Up. Et donc, c'est ce que, avec Lucie, on a pu travailler, analyser, et puis que l'on va essayer de booster pour l'année prochaine pour que le monde d'après soit un peu plus efficace et un peu plus innovant que le monde d'avant. Eh bien, ça nous permet justement, en plantant le décor, de démarrer cette première question sur connaître les besoins des grands groupes. Les carnets de commandes ont besoin d'être remplis, vous venez de le dire, tu viens de le dire Pierre, pour les startups avec porteurs de projets et autres. Jouxter aura l'occasion, Fabien aura l'occasion de nous le préciser peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je vous propose de commencer par le point de vue des grands groupes qui sont avec nous, représentés par Cécile, Erwan, Paula et Pierre-Yves, sur justement comment vous identifiez vos besoins en interne au sein de vos différentes structures. Comment se font justement ces arbitrages? Cécile. Alors nous, la SNCF, oui, effectivement, c'est un grand groupe et les besoins, ils sont multiples. Parce que je pense que comme tout un chacun, en fait, on cherche à peu près les mêmes choses. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que va rechercher la SNCF? C'est l'amélioration continue, la performance, l'efficacité industrielle. Et à partir de là, les propositions, elles peuvent être très, très nombreuses. Et donc, nous, en fait, on s'appuie essentiellement sur nos métiers qui vont nous guider. Alors, soit parce que, effectivement, ils vont faire remonter ces besoins et ils vont lancer des appels à projets. Ou alors, effectivement,
Alors après, qu'est-ce qui va arbitrer tout ça? Clairement, bah, c'est la capacité des équipes, des métiers à encadrer aussi après et à aller sur ces projets. Et puis, bah, forcément, l'arbitrage, il peut se faire également. Il y a un côté économique aussi à tout ça, bien évidemment, on ne va pas se le cacher. Mais disons qu'aujourd'hui, nous, je pense que la SNCF, c'est quoi? C'est la mobilité. C'est un des secteurs qui aujourd'hui a été le plus révolutionné en termes de numérique. Et donc, en cela, en fait, il n'y a pas que ce que en fait, la SNCF va souhaiter, il y a aussi ce que les startups vont aussi venir nous proposer. Et en fait, l'arbitrage ne va pas se faire que en fonction de nos besoins, mais peut-être aussi en fonction des opportunités qui vont proposer à nous et auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. En fait. Voilà. C'est ça, donc ce qu'on peut dire, c'est tenter. On verra après les questions de timing et de, entre guillemets, de légitimité, si on peut utiliser ce terme-là, mais en tout cas une question de timing surtout. Mais en gros, Cécile, ce que vous nous dites, c'est vous faites effectivement en interne l'identification de vos besoins, parce que effectivement, vous êtes toujours à la recherche de performance, comme dans toute entreprise. Je pense que ce sera commun aux deux grands groupes qui vont parler juste après. Mais il y a aussi le fait que vous restez ouvert finalement à toute proposition de nouvelles performances ou autres qui pourraient permettre de vous faire grandir aussi. Totalement, c'est complètement un peu aussi l'idée justement des 574 que je représente aujourd'hui pour les Hauts-de-France, mais c'est effectivement être à l'écoute de notre territoire, de notre écosystème. Donc voilà, après je vais laisser la parole aux autres, mais effectivement il y a vraiment les besoins qui émanent, qui sont clairement identifiés et qui vont être, je pense, par exemple à ce qui nous occupe tous aussi en ce moment, tout ce qui est autour de l'industrie du futur et autres, qui sont vraiment des sujets d'actualité. Chez nous, mais pas que, hein, je veux dire, le domaine est vraiment très vaste. Et en plus, on ne pense peut-être pas à tout. Très bien, merci Cécile, Erwan et Paola. On vous écoute sur ce sujet justement de l'identification des besoins internes. Comment ça se démarre en fait? Voilà, alors nous, à la Voix du Nord, évidemment, on est dans une entreprise qui est en pleine transformation vers le digital. Donc forcément, nos besoins, ils sont guidés par ça, par le fait de nourrir cette transformation. Alors le choix de l'open innovation, l'open innovation en ce moment à la Voix du Nord, c'est un des outils qu'on utilise dans notre logique de transformation. Nos besoins autour de l'open innovation, ils sont de 3 ordres. Le premier, il est important, c'est d'essayer d'influer un nouvel état d'esprit dans l'entreprise. C'est important parce que vous parlez de communication tout à l'heure, c'est clairement pas une opération de communication. C'est avant tout pour se donner la chance d'être un peu bousculé par des startups au sein de notre groupe. On n'est pas une administration à la Voix du Nord, mais on a souvent été considéré comme tel. Depuis 10 ans maintenant, l'entreprise se modernise. Et évidemment, l'open innovation et les startups viennent nous bousculer et ça, c'est intéressant. Le deuxième levier, c'est d'accélérer le temps de notre grand groupe. Et c'est même plus essayer de contracter le temps de la startup et le temps du grand groupe. Réussir à nous mettre dans les pas de la startup pour accélérer certains projets qui parfois peuvent prendre un peu de temps. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et puis le troisième levier, c'est celui des nouvelles solutions. C'est en gros des besoins, comme l'a dit tout à l'heure Cécile à la SNCF, des besoins de nouveaux projets concernant la data, concernant notre façon de commercialiser des abonnements, notre façon de lire nos contenus, d'apporter une nouvelle expérience de lecture à nos lecteurs. Et ces besoins-là, ils sont remontés à la fois par les membres du CODIR, par un noyau dur autour de l'innovation dans l'entreprise, puisqu'on a 10, 20 personnes qui gravitent dans l'entreprise, qui ont une appétence pour l'innovation et qui nous font remonter des besoins. Et puis, c'est à travers un petit questionnaire qu'on a librement fait circuler dans l'entreprise et qui nous permet de remonter des besoins ou des idées de collaborateurs dans l'entreprise.
Donc voilà un peu le panorama des besoins d'un grand groupe comme celui de la Voix du Nord aujourd'hui. Très clairement, et on le voit, je pense que ça devient commun, c'est qu'il y a effectivement une appropriation de ces besoins en innovation au sein même de l'entreprise, parce que les gens sont concernés et remontent facilement, en tout cas, et identifient facilement les besoins d'évolution, et donc peut-être de trouver les interlocuteurs au sein des startups qui peuvent apporter les solutions. C'est ça que je comprends. C'est ça. Exactement. Pierre-Yves, pardon, Paola, oui. Allez-y, on t'écoute. La particularité de l'accélérateur, c'est qu'il est géré par incubateur. Et le grand plus que je vois, en tout cas par rapport aux besoins de la Voix du Nord, un peu pour rejoindre Cécile aussi, c'est qu'on est en contact avec des innovations qui sont pour plusieurs secteurs et qui peuvent s'appliquer à des grands groupes comme les médias. Je travaille avec une startup qui est dans le retail. Sa solution peut très bien s'adapter avec la Voix du Nord. Et là, on est vraiment dans une démarche d'open innovation pour une idée qui n'était pas forcément dans les besoins déjà identifiés, mais qui vient être une valeur ajoutée pour le groupe. Vous savez rester ouvert. Ça, c'est plutôt, c'est très, très positif pour les start-upers qui se disent, ben voilà, mon idée, même si apparemment, c'est pas forcément un besoin identifié de prime abord, mais je peux apporter ma pierre à l'édifice, Pierre-Yves. Alors oui, je vais prendre le relais du coup. Alors José, alors déjà nous, la première chose qui est importante de dire, que ça soit chez nous, Crédit Agricole Nord-de-France, ou chez Crédit Agricole Technologie Services, c'est que l'innovation, elle est définie comme un enjeu majeur de nos stratégies d'entreprise en tant que principe d'action. C'est-à-dire que en fait, l'innovation, elle vient de tout le monde, toutes les directions, toutes les personnes. Ce qu'il faut faire derrière ça, c'est y mettre un cadre pour pas que ça parte dans tous les sens. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un cadre d'action pour que les innovations se fassent autour de grandes familles, de grands piliers. Et c'est quoi? C'est l'expérience client. Forcément, on est une banque, on travaille pour nos clients avant tout. Donc, c'est mettre en place de nouvelles offres, de nouveaux parcours clients, etc., d'amener de la nouveauté. C'est aussi l'innovation pour les collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a eu aussi beaucoup de propositions intéressantes dans les startups qu'on pourra rencontrer demain. Alors, c'est les nouveaux modes de travail, hein, c'est de nouvelles technologies, surtout dans cette période un peu particulière qu'on connaît. C'est des nouvelles formes de management aussi. Ensuite, c'est l'efficacité opérationnelle. Donc là, c'est une façon d'optimiser nos process, de mettre en place des outils plus pertinents, plus efficaces, plus adaptés aux besoins de chacun. Et le dernier pilier, et pas des moindres, c'est le pilier qu'on appelle impact au territoire. Vous savez qu'on est une banque de proximité, très engagée pour notre territoire. Et donc, c'est important. On souhaite s'affirmer comme la banque des transitions. On veut aussi développer de nouveaux modèles avec nos clients qui sont sociétaires. Et donc, c'est une partie plutôt sympa aussi à explorer. Voilà là-dessus ce que je pouvais vous dire. Ils sont liés au fonctionnement intrinsèque, aux besoins de l'entreprise finalement, qui sont d'améliorer l'expérience client parce que c'est fondamental, c'est ça. Et aussi sur le fonctionnement interne peut-être de votre structure pour vous rendre au plus près aussi de votre client final, de vos clients finaux, c'est ça? C'est ça. Fabien, je pense que c'est des choses qui sont des étapes qui te parlent. Je te voyais sourire en entendant, mais tu vas nous partager un peu ton expérience. Alors, tu t'es lancé, tu es un jeune entrepreneur, tu l'as dit tout à l'heure, après 20 ans d'expérience, tu reviendras peut-être. Mais cette question d'aller flairer, si j'ose dire, au sein du grand groupe avec qui tu avais envie de collaborer, identifier les besoins, te dire, tiens, peut-être que moi j'ai un projet novateur à leur proposer, comment je vais le faire et comment je vais pouvoir arriver jusqu'à eux. Est-ce que ça te parle tout ça? Oui, ça me parle beaucoup. Je pourrais presque écrire un bouquin sur la relation entre les grands groupes et les startups parce qu'effectivement, quand on démarre avec une idée, et moi, dans mon cas, c'était après avoir travaillé 10 ans dans le smart building, j'avais vraiment cette idée d'optimisation des espaces de travail avec une solution on n'a pas pivoté depuis et on est resté focus sur ce domaine-là. Et la relation avec le grand groupe, de toute façon, elle évolue vraiment je dirais, au stade de maturité de l'entreprise. Je pense que quand on est vraiment au tout début, c'est important d'écouter et c'est important de bien comprendre ce qu'est un grand groupe, la notion du temps
est importante parce que je sais qu'on a du mal, même moi j'avais du mal à encore assimiler le temps qu'il faut pour que une solution qui peut être opérée par un grand groupe jusqu'à ce qu'elle devienne industrialisée. Faut pas se leurrer, il y aura à peu près 2 ans minimum. Donc c'est un long parcours, très très long parcours. Donc quand on est très jeune, on cherche des logos. Donc c'est pour ça qu'on va s'adresser à des équipes d'innovation. Parce que c'est elles qui ont dans leur objectif personnel, là aussi il faut comprendre l'objectif personnel de son interlocuteur. Au début, on l'a dit, hein, au début, l'interlocuteur, il a peut-être comme objectif de sourcer des startups. Et il va sourcer une startup, il n'a pas forcément comme objectif que votre solution devienne la solution qui sera généralisée pour le groupe. Il faut bien comprendre ça et de manière à aussi être aligné avec l'objectif de son interlocuteur. Et ça, c'est important pour pas se faire d'illusions ou croire qu'on va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires alors que simplement on va faire un POC de 5 000 euros et puis après c'est fini. Donc ça, c'est vraiment avoir du recul et comprendre ça. Après, je pense qu'il est très important, c'est bien évidemment de comprendre comment ces grands groupes sont organisés, le niveau de décision. Et pour cela, moi, je pourrais parler des organisations comme celle de Pierre ou les incubateurs ou les accélérateurs. Ces écosystèmes sont fondamentaux parce que au début, ils vont permettre de nous guider de manière à sourcer les bonnes entreprises pour éviter que la start-up, elle perde de temps avec des gens qui finalement seront pas sérieux pour prendre le risque de s'engager avec des sociétés qui, au tout début, de toute façon, elles doivent vous croire, hein, parce que la solution derrière, elle est quand même encore très très jeune. Donc ça, c'est important de s'appuyer sur des écosystèmes, pas forcément taper toujours à la porte du haut au siège. Là, les big up, nous, dans notre expérience, par exemple, on a été sur le terrain, on a été dans le sud-ouest, dans l'est de la France, on a rencontré plusieurs organisations, des opérationnels, et en discutant avec eux, c'est là que remontent les besoins. Et dans les grandes organisations, parfois, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une petite structure, alors là tout est relatif, mais avec une structure régionale, une business unit qui après va montrer que ce qu'on a fait, le cas d'usage, ça va faire ça va faire écho dans les autres régions, et puis après potentiellement les autres unités du groupe vont le faire savoir, et puis après on va arriver à parler avec les gens en centrale. C'est un peu le cas qui nous est arrivé avec une certaine banque à ma gauche, le cas du Crédit Agricole, où effectivement on a démarré en local, discuté avec des directions d'innovation, rencontré des gens qui nous ont parlé d'un cas d'usage très précis, et puis à partir de là, on a pu faire créer une véritable collaboration. Mais là encore, c'est plusieurs années. Et il faut savoir être patient, résilient pour bien comprendre ça. Je pourrais en parler très longtemps, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Si je peux juste effectivement confirmer ce que Fabien disait, effectivement, on peut, et je ne sais pas si c'est le cas pour mes camarades, mais on fonctionne beaucoup par mimétisme. C'est-à-dire qu'il y a 39 caisses régionales du Crédit Agricole en France. Et généralement, ça s'accélère assez vite dès lors qu'il y en a 1, 2 ou 3 qui commencent à bosser avec une start-up. Parce que la preuve était faite, la proposition de valeur est démontrée, et donc ça ouvre quand même beaucoup plus de portes derrière. Pierre ? Oui, il y a dans ce que dit Pierre-Yves ou Fabien, il y a cette notion aussi de confiance, c'est-à-dire que quand on a travaillé une fois avec un grand groupe, même pour d'autres grands groupes, ça donne confiance effectivement en la start-up, bien entendu, parce qu'on sait qu'elle est déjà passée par les fourches codines de quelqu'un d'autre, soit de ses pairs en interne, soit d'autres groupes. Je voulais juste revenir sur l'idée de ce que cherchent aujourd'hui les grands groupes d'une façon générale. On a vu que très clairement, au niveau de la crise du Covid, il y avait quand même une évolution vers plus de go-to-market. C'est-à-dire qu'on pense que le temps où les grands groupes pouvaient dire d'une façon communication venez à moi les startups, je suis un groupe innovant, on va faire des choses ensemble, est un peu passé.
Aujourd'hui, et comme Fabien le disait, il y a, les directeurs de l'innovation sont plus objectivés sur OK, en quoi ton innovation va nous permettre de faire de nouveaux produits ou de nouveaux services, et non pas en quoi ton innovation va nous permettre de faire des pages de com ou des jolis communiqués de presse. Et donc, ça renforce d'autant plus l'idée de trouver à l'intérieur des entreprises les vrais besoins. Les vrais besoins, alors, toutes les entreprises n'ont pas, comme ça peut être le cas chez Crédit Agricole avec CATS, comme ça peut être le cas à la SNCF avec les 574, ou comme ça peut être le cas à la Voie du Nord avec l'accélérateur, n'ont pas obligatoirement ce service d'innovation. Et donc, il y a un vrai besoin d'acculturer aussi, comme l'ont dit les grands groupes, les utilisateurs finaux finalement de cette innovation, et quelque part de leur demander aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient faire de plus ou de différent. Et ça, c'est aussi une logique sur laquelle on va, nous, au niveau du Big Up, c'est d'aider les business units ou les ETI même à formaliser plus ces besoins-là. Et puis, il y a une chose importante qui a été dit aussi par Cécile, c'est important pour une startup d'identifier les besoins, et c'est ce que l'on fait avec Big Up, puisqu'on demande à chaque groupe qui vient de pouvoir émettre un appel à projet. Mais le fait de le faire en multigroupe permet aussi de rencontrer ou d'avoir la vision sur des projets de startup qui d'habitude ne vous répondent pas. Et ça, c'est des choses aussi importantes parce que des fois, il y a des startups qui nous disent « Ah ben tiens, moi, je n'avais pas envoyé un use case à tel groupe, mais tel groupe m'a sélectionné. Pourquoi ?» Alors, on leur dit « Relis bien leur appel à projet, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui correspond. » Donc, c'est ça, c'est cette idée de quand même, c'est important quand on est une startup d'aller analyser quand même donc, les besoins exprimés. Alors, dans le cas de Big Up, c'est exprimé dans un appel à projet, mais aussi de ne jamais arriver, je dirais, la fleur au fusil. Hein, on a eu des exemples comme ça dans des Big Up où la startup s'asseyait et disait pendant le rendez-vous d'affaires, OK, vous voulez quoi? Et le grand groupe lui a dit, si vous n'avez pas lu mon appel à projet, c'est même pas la peine de continuer le rendez-vous, au revoir. Moi, et voilà, cette notion-là, elle est importante et ça revient un peu à ce qui était dit dans la table ronde précédente autour des neurosciences, c'est de dire on ne vend pas une idée, on vend une solution qui répond à un besoin ou à un problème. Et ça, c'est important. Et si votre solution, elle ne répond pas, elle ne répond pas. Alors, Cécile Leduc, au sein des SNCF, ça passe par eux. On va rentrer un petit peu dans la structure des grands groupes pour compléter ce que vient de dire Pierre, parce que justement, c'est un moyen, en comprenant comment vous êtes structuré, c'est un moyen d'établir un premier dialogue, de pouvoir savoir comment je peux vous proposer mon idée toute innovante, qu'elle puisse être ou pratique et nécessaire peut-être pour votre groupe. Alors, vous avez au sein de la SNCF le 574 dont vous êtes la responsable. Comment, parce qu'il y a trois approches différentes. On a trois grands groupes, il y a trois approches différentes. Et c'est là-dessus que je voulais un petit peu vous entendre. Cécile, le 574, c'est quoi ces grandes articulations, on va dire? Alors, déjà, comme je l'ai déjà dit et comme chacun le sait, effectivement, la SNCF, c'est un très gros groupe, hein, c'est pas loin de 260 000 collaborateurs. Et donc, heureusement, il n'y a pas que les 574. Donc, la SNCF, aujourd'hui, c'est 5 SA et chacune a quand même développé sa filière un peu innovation. Hein, je pense à Réseau avec son programme R, mais pas que. Voilà, ça, voilà. On a tous chacun notre filière innovation, on va dire. Et en fait, les 574, donc on appelle maison digitale ou accélérateurs digitaux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, 574, et ceux qui se demanderaient à quoi ça fait référence, c'est tout simplement au record de monde de vitesse sur rail qui est détenu par la SNCF depuis 2007, de mémoire. Et donc, les 574, en fait, c'est une structure qui va arriver en transverse du groupe, qui avait pour mission initiale, effectivement, la transformation digitale du groupe. Et donc c'est une structure qui est implantée dans les territoires. Donc aujourd'hui, il y en a un qui est sur Saint-Denis, mais après, donc on a, si je reprends la carte de France, donc les Hauts-de-France à Lille. On est présent dans les Pays de Loire, en Occitanie, sur Toulouse, et puis également sur Marseille à partir de décembre. Et en fait, les 574 sont là, effectivement, ont une triple vocation.
Pierre parlait de l'acculturation. Justement, une de nos principales vocations, c'est l'acculturation des agents. C'est-à-dire qu'on va chercher à aller sensibiliser tous nos collaborateurs sur des sujets qui pourraient en fait apporter quelque chose à leur métier, un regard différent. Je pense par exemple à un atelier blockchain, un atelier sur la réalité virtuelle, sur le big data, enfin voilà. Et en fait, pour les sensibiliser à quelque chose, une chose à laquelle voilà, ils n'auraient pas forcément pensé au cœur de leur métier, et en fait susciter chez eux peut-être des envies, des questionnements et les inviter à s'interroger finalement. S'interroger par rapport à ces choses-là et en fait voir comment ça pourrait arriver dans leur métier, en fait, comment ça pourrait avoir interféré avec leur métier. Ensuite, notre deuxième vocation, on va dire, c'est celle de l'accompagnement des projets. C'est-à-dire que bon, là, on parlait tout à l'heure de la détermination des besoins, de nos besoins, mais en fait, ces besoins, ils peuvent aussi donc venir assez naturellement par les agents, quels qu'ils soient, hein, donc sur le terrain de tout métier. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on soit là en support pour leur dire, bah ouais, ton idée, elle est peut-être pas bête, elle vaut le coup d'être creusée. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va te donner comme moyen en fait pour y arriver et donc en fait l'idée c'est vraiment de se donner 3 jours pour faire émerger un peu cette idée, 3 mois pour effectivement la mieux la conceptualiser et ensuite aller vers 3 mois pour aller jusqu'à l'éventuel prototypage de ce projet. Et c'est à partir de là, effectivement, où on va peut-être aussi avoir besoin de se tourner vers des startups, comme disait tout à l'heure Fabien. Effectivement, c'est pas quelquefois parce qu'on va chercher des startups, quelquefois c'est juste faire un POC, mais pour accompagner un projet, quelque chose qui émane du terrain, et voir comment peut-être on peut s'engager dans une relation développer une relation plus importante par la suite. Et puis, notre troisième vocation, c'est effectivement d'avoir cette interface avec notre écosystème, d'avoir un véritable ancrage dans nos territoires pour activer ces relations entre tout ce secteur des PME, des startups et la SNCF, en fait, et nos différents métiers. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, là, nous, quand on est 574, on intervient vraiment en transverse à tous. C'est-à-dire que une start-up qui va venir nous voir, on va pouvoir l'adresser à n'importe quel métier, en fait, à la SNCF. Voilà. Très bien, donc c'est un rapprochement qui est créé en fonction, c'est centralisé et ensuite redispatché vers les services qui pourraient être concernés par la startup, c'est ça? Et fort heureusement, parce que sinon, je crois qu'on s'en sortirait pas, mais effectivement, après, chaque métier peut effectivement développer lui-même aussi son réseau, et en fait, on est tous en réseau, en fait, on fonctionne, et puis voilà. Et de toute façon, il y a plein de choses qui ont été dites tout à l'heure, hein, sur le fait aussi, comme le disait Pierre-Yves, effectivement, après, nous, l'idée aussi des 574, c'est de repérer finalement ce qui se fait à un endroit, et puis finalement, s'il y a une demande d'un métier qui émane, d'aller dire, attends, est-ce que tu as vu que finalement, ça s'est déjà fait dans telle région ou autre, et hop, et là, on développe, et voilà, très bien. On multiplie. Merci Cécile. Alors, j'aurais besoin d'accueillir Laurent Tricard, directeur innovation de la Pleine Image. Nous sommes 6 sur cet écran et c'est la limite possible technique pour de connexion instantanée. Alors Cécile, comme on vient de vous entendre sur l'explication du 574, je vais vous proposer juste, alors vous restez évidemment avec nous, sauf de descendre de scène pour permettre à Laurent d'entrer et peut-être de nous rejoindre à nouveau tout à l'heure. Merci Cécile. Et c'est Laurent Tricard qui nous rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Oui Laurent. Oui, ça va, très bien. Alors directeur innovation de la Pleine Image. Je me sens un peu mal poli vis-à-vis de Cécile. Oui. Alors je voulais bien me proposer de sortir, mais après je ne sais pas comment. Je serais sorti avec plaisir, mais non. Laurent Tricard, donc vous, c'est directeur innovation de la Pleine Image, Parc Innovation, en quelques mots juste. Dédié aux industries créatives, donc effectivement avec un écosystème fort de 140 entreprises qui sont principalement dans
dans la production de contenu numérique, dans l'entertainment, et qui néanmoins, pour une grande part de cet écosystème, travaille en mode B2B et pour beaucoup tentent de collaborer avec des grands groupes. Eh bien justement, on t'entendra là-dessus. Alors le tutoiement est de rigueur sur cette table ronde. Est-ce que cela te convient? Ça me plaît. Ça tombe bien, on se connaît bien. Erwan et Paola, on vient d'entendre à la SNCF, on vient d'entendre Cécile qui est restée avec nous, hein, mais qui n'est pas là sur scène, nous parler un petit peu de la manière dont ils diagnostiquent les besoins en interne et comment ils établissent les dialogues avec les startups. La Voix du Nord, vous, Incubator, c'est tout récent, je crois que ça a moins d'1 an. Oui, c'est ça. Ça a presque 1 an. Ça a presque 1 an, oui. Alors nous, il y a trois niveaux. Il y a un niveau d'incubation interne qui consiste en fait à aller recueillir les idées en interne et à travers un mentorat de collaborateurs, de les faire s'élever. On a un incubateur externe qui est privé, mais qui est abrité chez nous, en fait, hébergé chez nous, en fait, hein, qui est dans les bureaux de la Voix du Nord, qui s'appelle Incubator, avec qui on a lié un partenariat. Et au milieu des deux, il y a un accélérateur médias, donc spécifique pour les métiers autour des médias, donc qui est sous la responsabilité de Paola et qui permet en fait de faire le lien entre les deux, entre l'incubation et l'accélération. Donc on est bien sur deux thématiques bien différentes. L'incubation, c'est une idée qui arrive et un projet sur un niveau de maturité plus faible. Sur l'accélération, on est un peu plus exigeant parce qu'il faut que le projet commun qu'on va mener avec la startup puisse apporter à l'entreprise. Je voulais revenir tout à l'heure sur ce que disait Pierre, parce que je trouve très intéressant de parler de la façon dont les startups doivent envisager les grands groupes. Parce qu'il y avait une question dans ce que vous nous avez transmis avant l'échange que je trouve intéressante sur des startups qui auraient employé la mauvaise démarche. Oui, on allait y venir, oui. Après, effectivement, les choses à ne pas faire. Oui. Voilà. Et ben, pour relier à ce que disait Pierre tout à l'heure, je trouve que l'idée du projet commun entre le grand groupe et la startup, le fait que le grand groupe et la startup doivent faire un pas pour se rejoindre l'un et l'autre, c'est vachement important. Il est important que la startup qui souhaite être accélérée dans un grand groupe, et c'est le cas à la Voix du Nord, puisse s'imprégner un petit peu de l'histoire de groupe, des métiers qui sont abrités dans le groupe, mais aussi de la façon dont le marché évolue, parce que c'est en ça aussi que la startup pourra apporter au grand groupe, c'est de lui apporter un œil un peu différent, en s'étant imprégné de ce qu'est le grand groupe. Donc je trouve que ça, c'est important. Donc, le premier conseil, ce sera de s'imprégner de ce qu'est le grand groupe, d'en connaître la culture, j'allais dire, la culture interne. Pierre-Yves. Donc, juste pour… Là, on était vraiment sur la partie structuration. Oui, on est sur la… Parce que je peux aussi rebondir sur ce que disait Erwan, mais on va continuer là-dessus. La table ronde est ouverte. Vas-y, je te laisse rebondir. Alors, notre structuration est un peu complexe. Pardon, Pierre, tu voulais dire quelque chose. Vas-y, Pierre. Non, je disais que connaître la structuration, c'est aussi connaître son client. Donc, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Donc, la structuration, en fait, l'écosystème et l'innovation du groupe Créa École, celui dans lequel on évolue tous les jours, est parfois un peu complexe. Donc, c'est important d'en parler pendant peut-être 1 minute ou 2. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a 39 caisses régionales de Crédit Agricole. Donc, moi, je représente celle qui évolue sur le Nord et le Pas-de-Calais, qui est quand même le plus beau territoire de France. On a aussi nos amis de Crédit Agricole Technologie Service avec qui on travaille beaucoup sur la dimension innovation technologique et qui nous aident à mettre et à déployer de façon industrielle les outils de demain. On a aussi l'appui de structures groupes comme la Fédération du Crédit Agricole, qui réalise une veille constante, qui vraiment a vocation de fluidifier le dispositif d'innovation du groupe et qui nous alimente, qui nous permet de partager justement ces XP. Je pense notamment à Jouxter, et c'est justement dans ces moments d'échange avec l'ensemble des intervenants innovation du groupe, on va venir parler d'une expérimentation d'un POC réussi et où ça va
potentiellement donner des envies à d'autres caisses. Et puis il y a aussi, là je rejoins ce qu'ils disaient un peu avant, nos villages, le réseau de nos villages, les villages by CA. Ce sont des accélérateurs de start-up. Il y en a 37 aujourd'hui en France. Ça représente près de 1000 start-up, alumni et start-up encore incubés. Et c'est un vrai outil au service de l'innovation. Et c'est vraiment hyper riche, puisque ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas des outils vraiment que pour nous, Crédit Agricole. C'est un outil au service des partenaires du Crédit Agricole et du village, puisqu'on a, voilà, dans chaque village, vous avez des partenaires, des grands groupes, hein, pour la plupart. Et toutes les décisions qu'on prend, toutes les startups qu'on va accueillir, on les intègre ensemble. Et c'est là où toute la raison d'être du village fait sens, c'est coopérer pour innover. Et je pense que cette démarche-là, elle est très intéressante. Pierre, on commençait à parler, Pierre Billet, on commençait à parler un petit peu des maladresses que pouvait connaître une start-up au moment où elle souhaite établir un dialogue avec les grands groupes. On parlait de connaître le grand groupe, ce qui paraît basique, parce que ça fait partie c'est la règle numéro 1, c'est-à-dire à qui je m'adresse, est-ce que je connais, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres écueils dans lesquels on peut tomber quand on veut s'adresser à un grand groupe? Bah, en fait, c'est juste, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. En fait, la problématique, c'est de trouver la bonne personne. Et donc, la première chose, c'est la bonne porte d'entrée. Ensuite, c'est à l'intérieur de ces groupes qui sont souvent assez globaux. Donc, la bonne personne. La bonne personne, c'est qui? C'est la personne qui sera concernée par votre projet et qui a un véritable besoin d'innovation. C'est une personne qui sera impliquée parce qu'elle a envie d'aller vers de l'open innovation. C'est pas toujours le cas. Et c'est la personne qui a aussi le pouvoir d'agir, c'est-à-dire de dire oui. Parce que des gens qui ont le pouvoir de dire non dans des grands groupes, il y en a beaucoup. Ceux qui ont le pouvoir de dire oui, il y en a moins. Et donc, en fait, il y a besoin de cette intermédiation qui peut passer soit par des responsables d'innovation qui soient territoriaux, qui soient nationaux comme le Crédit Agricole, ou par les incubateurs, les accélérateurs qui connaissent aussi les grands groupes. Mais cette notion d'intermédiation pour pas perdre son temps, et que personne aujourd'hui ne veut plus perdre son temps, enfin personne n'a jamais voulu perdre son temps, mais aujourd'hui c'est encore plus fort. Et donc, en fait, il y a cette notion. Nous, par exemple, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille en partenariat très étroit avec Crédit Agricole Technologies et Services. Aujourd'hui, on est en capacité de dire quand quelqu'un nous parle, nous dit ah ben tiens, je veux répondre au Crédit Agricole. On connaît mieux la structure en interne au niveau de Big Up et le fait de travailler avec Crédit Agricole Technologies et Services qui travaille sur l'ensemble des caisses nous a permis aussi de travailler avec différentes caisses qui ont des besoins très différents aussi. Donc voilà, il y a cette notion que les grands groupes ont. Il faut aussi que les startups comprennent que les grands groupes ont des contraintes. Hein, on dit souvent que le temps des grands groupes n'est pas le même que celui des startups, c'est absolument vrai. C'est pas du tout le même monde, mais les grands groupes ont leurs propres contraintes. Il y a des chaînes de décision qui sont pas les mêmes. Si votre proposition elle ne correspond pas à un réel besoin, ben, ça ne marchera pas. Enfin, il y a des contraintes, y compris comptables, il y a des contraintes d'achat, et tout ça, il vaut mieux le connaître en amont pour ne pas être déçu. Et donc, effectivement, un des points importants, c'est de pouvoir être accompagné, intermédié, et aussi qu'il y ait un accompagnement, je dirais, interne. Alors, c'est le cas des groupes que l'on a autour de la table, mais c'est pas obligatoirement le cas de tout le monde. Il y ait quelques personnes qui ont cette connaissance à la fois du groupe et à la fois la connaissance du monde des startups pour arriver à faire cette intermédiation. Et en fait, c'est ce réel besoin d'accompagnement de certaines business units peut être fait par les directions d'innovation ou elle peut être fait par Big Up. Et souvent, par exemple, je voudrais revenir un peu sur la notion des ETI parce qu'il n'y a pas que les grands groupes comme clients potentiels des startups, il y a aussi les ETI et les PME des territoires qui, elles, n'ont pas la chance de bénéficier des structures et la bienveillance, on va dire, des structures d'innovation telles qu'on les connaît ici.
Et ça parle à Fabien, je le voyais réagir. Ça te parle. Il y a aussi les ETI et les PME aussi, évidemment. Alors, c'est tout à fait vrai. Nous, dans notre cas, moi, ce que je trouve, bon, déjà pour répondre à la question il faut bien connaître le groupe. C'est vrai que quand on veut travailler avec des grands groupes, moi, le fait d'avoir travaillé pendant 20 ans dans des DSI, ça m'a beaucoup aidé pour faire comprendre à mes jeunes développeurs que ça ira peut-être un peu moins vite et qu'ils ont certaines contraintes, notamment de sécurité, tout un tas de contraintes qu'il faut bien assimiler. Ensuite, il y avait, dans les erreurs à pas commettre, je dirais qu'il y a aussi le fait il faut aussi comprendre pourquoi un grand groupe fait appel à une start-up. Et l'un des risques, c'est parfois au tout début, c'est d'écouter trop son client, qui va vouloir vous faire changer, vous faire des choses parce que il vous prend parfois pour une SS2I, alors que pas du tout. Là, le grand groupe a fait appel à une start-up parce que on est agile et justement on veut faire rentrer dans le moule des utilisateurs dans des solutions standards du marché ou des solutions expertes qui elles évolueront et le grand groupe va bénéficier de cette externalisation de certaines solutions parce que justement elles vont pouvoir se développer rapidement et plus agiles. Donc le danger au début, c'est d'écouter trop son client en local parce que c'est lui qui paye et parce qu'on a besoin d'argent et de faire ce qu'il nous demande. Il faut savoir dire non et rester vraiment dans sa ligne dans son focus. Dans son focus, c'est-à-dire que il faut pas vendre son âme, mais surtout le souci là dans ce que tu dis, Fabien, c'est que à trop vouloir faire ce que l'on n'est pas en expertise de faire, et ben on le fait mal. Du coup, c'est intéressant pour personne. Donc, c'est important de bien se connaître aussi, de bien avoir défini sa propre stratégie en tant que start-up avant d'aller travailler avec un grand groupe, voilà. Oui, après, effectivement, parce qu'échanger avec un grand groupe, c'est positif pour les développements, mais ça peut être néfaste si c'est pas fait au bon moment et vous venez de le dire, évidemment, et si on n'a pas bien pris connaissance aussi de ses forces comme de ses faiblesses. C'est à Laurent que je m'adresse cette fois, Laurent Tricard, en tant que directeur innovation d'un parc innovation dans le domaine des industries créatives. Des entreprises que vous incubez qui doivent faire ce travail sur mieux se connaître, c'est un domaine que vous connaissez, c'est un sujet que vous voyez presque au quotidien, j'ai envie de dire. Effectivement, nous sommes des courroies de transmission, hein. On a un peu la même position que Pierre. On fait grosso modo le même travail, c'est d'être des outils de médiation entre des grands groupes et des jeunes entreprises et des startups, avec effectivement avec cette difficulté à être certain que l'on propose les bonnes solutions face aux bonnes personnes. Donc nous, on marche sur des œufs des deux côtés, c'est-à-dire que créer une relation sur la longueur avec un grand groupe, c'est effectivement faire en sorte que très rapidement, ce grand groupe vous fasse confiance, que lorsqu'il vous soumet un problème, il est certain que vous allez lui sourcer les bonnes solutions. Et donc, moi, j'aime souvent dire, maintenant, j'ai pas de solution. Dans mon écosystème que je représente, je n'ai pas la solution à votre problème. Allez voir ailleurs. Et là, éventuellement, c'est évidemment conseiller un endroit, un autre niveau de médiation, un autre agent de médiation qui va pouvoir effectivement mettre en relation. Mais la difficulté, c'est... alors moi, je me méfie, je réagis quand même à ce que disait Pierre. Attention à ne pas empiler les niveaux d'intermédiation. Tu parlais de... Effectivement, oui. il y a des directions d'innovation dans les grands groupes. Il y a un sujet, moi, que j'ai souvent constaté, c'est... Enfin, j'ai toujours une méfiance, c'est est-ce que la direction d'innovation est bien en phase avec les métiers? Est-ce qu'elle a effectivement la confiance des métiers? Et est-ce qu'elle ne tourne pas en vase clos? Est-ce qu'elle ne se contente pas de se parler elle-même? Est-ce qu'elle a bien une capacité d'influence? Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous, agents de médiation, on doit essayer de tester, vérifier que le problème qui est posé est bien un problème qui a été posé par les métiers et la solution qu'on pense pouvoir apporter, est-ce qu'elle va être appliquée, que ce soit évidemment probablement par une phase POC, oui. mais qu'on essaie d'imaginer, ouais, ok, mais derrière ça, est-ce qu'il y a un déploiement, un vrai déploiement? Parce qu'encore une fois, le danger pour les startups, c'est de faire POC sur POC. J'imagine que pour Fabien,
Vous avez fait beaucoup de POC, tu as fait, tutoiement de rigueur, tu as fait beaucoup de POC, ou Jouxter, mais qu'à un moment donné, l'intérêt, c'est quand même de déployer en masse. L'époque d'époque est finie. On dit l'époque d'époque est finie. Ouais. donc, en tant qu'agent de médiation, il y a plein de choses effectivement à prendre en compte. C'est qui sont nos interlocuteurs, sont-ils décisionnaires, sont-ils influents, ont-ils une vraie connaissance des problématiques métiers? Et puis nous, de l'autre côté, est-ce que l'entreprise que je recommande, est-ce qu'elle est bien capable de délivrer une solution? Voilà. Donc c'est un jeu d'équilibrisme. Et l'objet, c'est de garder la confiance de tout le monde. Donc, faut faire attention à ce qu'on fait. Je pense que Pierre, l'anecdote que tu racontais d'une start-up qui malheureusement arrive un peu les mains dans les poches et n'a pas préparé son sujet, oui, je l'ai déjà vu aussi. Et ça, effectivement, on est les premiers ensuite un peu s'énerver pour leur dire non, ça ne faut pas recommencer ça. Ça, c'est pas. Si tu veux durer, c'est la chose à éviter. Et à contrario, Laurent, est-ce que, pardon Pierre, après je te laisse réagir, mais Laurent, pardon, est-ce qu'à contrario, lorsque dans le cadre de ces grands groupes qui te consultent en tant que parc d'innovation et que tu sélectionnes à un moment donné une start-up que tu crois être capable de pouvoir répondre à cette demande, est-ce qu'il y a parfois, de la part de ces start-up, une crainte justement de se dire ouais, je sais pas si je suis capable de le faire ou si j'ai envie de le faire. C'est possible ça? Souvent, c'est l'envie. C'est l'envie qui est c'est parce que chat échaudé craint l'eau froide. Certaines d'entre elles ont déjà vécu des collaborations avec des grands groupes qui n'avaient pas concrètement abouti, avaient capoté, avaient vécu des difficultés. Alors, la question du temps, effectivement, il faut connaître les grands groupes, faut comprendre leur fonctionnement et il faut comprendre le fait que le temps chez ces grands groupes n'est pas le même que celui d'une start-up qui est toujours pressée, qui est dans l'agilité. Donc oui, il y a déjà eu… c'est un sujet effectivement d'être certain aussi que, encore une fois, la personne, la start-up que l'on recommande, elle a envie d'y aller et elle va savoir s'adapter, être suffisamment agile, tout en respectant ce qu'elle est. Voilà, donc et après, il y a quelques grands groupes. Alors, tiens, je vais un peu casser l'ambiance, mais il y a des grands groupes dont, voilà, régulièrement des startups qui disent ah mais eux, je veux plus travailler avec eux. Voilà. Voilà. Et ça, les grands groupes doivent faire attention parce qu'effectivement, s'ils sont dans un état d'esprit à toujours vouloir sourcer de l'innovation, et ce qui est une logique, et je pense qu'effectivement l'innovation, c'est une demande qui est chez les grands groupes qui émane du terrain, qui émane des métiers, et je pense que tous aujourd'hui, tous ces grands groupes ont envie d'innover parce qu'ils ont besoin d'innover. Si à un moment donné, ils veulent aller sourcer, puiser dans ce potentiel gigantesque que sont les startups, il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait une déontologie, des process qui permettent aux startups de pleinement livrer de la qualité dans des relations de confiance, voilà. Et malheureusement, bon, c'est pas toujours le cas. Gardez l'envie. Pierre, tu voulais réagir, pardon. Non, je trouve que c'est plus qu'essentiel ce que dit Laurent. Je pense qu'il y a effectivement on retourne à cette notion de c'est quoi les vrais besoins de l'entreprise. C'est quoi les vrais besoins, y compris du grand groupe. Je pense qu'il y a une vraie évolution aujourd'hui sur ces positionnements-là et qu'il y a une meilleure implication des business units parce que finalement c'est elles qui vont faire qui vont déployer ou industrialiser la solution. Hein, c'est pas la direction de l'innovation. Donc, mais il y a une meilleure connexion aujourd'hui, je pense, qui se passe. En tout cas, c'est ce que nous on pousse. Nous, ça nous est arrivé, par exemple, Laurent, de dire à un groupe, à un grand groupe, ah ben non, cette année, tu viens pas sur Big Up parce que l'année dernière, tu n'as pas rappelé une seule des startups avec qui tu avais eu rendez-vous, ni pour lui dire oui, ni pour lui dire non, ni pour lui dire quoi que ce soit. Donc, si tu joues pas le jeu, c'est juste pour avoir ton logo, c'est pas ce qui nous intéresse à nous et c'est pas ce qui intéresse les startups. Et c'est vrai que très rapidement, ces groupes-là sont blacklistés dans un écosystème. Et les startups veulent plus leur répondre. Donc, bon, voilà, en dehors du fait que maintenant, ça se passe un peu moins parce qu'ils ont moins des sous à dépenser en communication, mais c'est important. Et donc, je pense que l'essentiel,
c'est alors, si on remonte un peu, c'est de passer du rêve à la réalité, c'est de passer de l'envie à l'industrialisation, de l'envie d'innovation à son industrialisation réelle, et c'est d'opérationnaliser la relance aujourd'hui par l'innovation. Hein. On n'a pas recontextualisé tout ça par rapport au plan de relance aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont dans les plans de relance. L'opérationnalisation de ces plans de relance, pour l'instant, elle est encore à voir. Hein. Nous, on est en train de travailler avec pas mal de régions, y compris celle des Hauts-de-France, pour voir comment on peut mettre un peu plus d'opérationnalité dans certaines choses. Mais pour parler, par exemple, de chiffres, hein, nous, sur le Big Up de cette année dans les Hauts-de-France, on a eu 74 startups qui ont été candidates. Donc, le fait que ça soit aussi en visio et en full digital, il y avait un peu plus de startups hors Hauts-de-France qui avaient candidaté. Et il y en a 38, aujourd'hui, mais avec celles qui vont tomber la semaine prochaine, on va être à une quarantaine ou 40-45 startups qui ont été sélectionnées pour avoir au moins un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous. Et ça va générer une cinquantaine de rendez-vous entre demain et la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est à un moment donné, il faut aussi revenir dans le concret, il faut se rencontrer. Alors, c'est mieux physiquement, mais on le fait aussi par visio et ça marche plutôt pas mal pour un premier rendez-vous, en essayant d'appliquer tous ces éléments qu'on a dit, hein, c'est-à-dire connaître les besoins des grands groupes, se connaître soi-même et imaginer en amont comment peut être la relation, parce que on disait tout à l'heure aussi, certaines startups vont vouloir plutôt travailler au niveau local parce que effectivement ça va plus vite. D'autres, dans notre expérience, on l'a vu avec Lucie, ont choisi non d'attendre un contrat cadre au niveau national. Alors effectivement, là, ils sont partis pour 2 ans de négo. Voilà, après, c'est des choix, mais c'est des choix qui doivent être faits par la startup en fonction de sa propre stratégie. De son envie, de sa stratégie, sa capacité de réponse. On va conclure dans quelques instants cette table ronde. C'est Fabien, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Non, je crois que j'ai oublié. C'était tout à l'heure la remarque qui avait été faite par rapport aux ETI et aux plus petites entreprises PME. C'est beaucoup plus difficile, de mon expérience, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec des plus petites structures qui sont, elles, beaucoup plus exigeantes en termes de solutions. Donc, c'est aussi moi, je remercie les grands groupes. Oui, mais en termes de finalisation du produit, que ce soit très très beau, sans couture, très propre, quand on est en early stage, on a des solutions qui sont parfois encore pas forcément finalisées. Et l'œil critique de l'ETI, parfois, de mon expérience, est beaucoup plus critique et proche de son argent plutôt que de la collaboration avec un grand groupe. Il acceptera parce que c'est un early adopter. Il acceptera qu'il y a peut-être des bugs, il y a peut-être des choses qui sont acceptables. Donc faut pas oublier faut tirer un grand merci aux grands groupes qui jouent le jeu au début, hein, qui lancent, qui sont tolérants à la marge de progression. Exactement. Là où une plus petite structure sera intransigeante. Une question, alors bonjour, c'est Catherine qui nous écrit: bonjour, en cette période de crise économique, vos grands groupes sont-ils sensibles à construire des partenariats pour aider la reprise de l'emploi sur le territoire? C'est Pierre-Yves qui a envie d'y répondre. Sur le territoire Hauts-de-France. Oui, parce que forcément ça nous parle et c'est vraiment une question sur laquelle on échange beaucoup en ce moment. Évidemment, dans le contexte actuel, je pense qu'on se pose tous des questions. On réfléchit peut-être différemment nos budgets, nos investissements pour les mois à venir. Quoi qu'il en, et pour reprendre une expression assez, voilà, qui va parler à beaucoup en ce moment, le fameux quoi qu'il en coûte. Mais j'ai envie de dire, justement, c'est une période où on se doit de continuer à se transformer, à apporter de la nouveauté dans tout ce qu'on fait, dans nos quotidiens. Et oui, bien évidemment. On va pas lancer des expérimentations ou des projets avec 40 startups, ça me paraît évident, mais on va continuer à en faire. Et justement, j'estime que c'est de notre responsabilité de continuer à le faire. D'autant plus qu'on a un super bel écosystème startup dans la région et que ce serait quand même dommage de le voir en difficulté. Paula et Erwan.
C'est pareil pour la Voie du Nord. Un des KPIs qu'on suit par rapport à l'accélération et aux startups qu'on peut accompagner, certes, on a un sourcing qui est national, mais on cherche surtout à travailler avec des acteurs qui sont locaux. Et un des KPIs qu'on suit, c'est la création d'emplois à travers, si on a pu accompagner cette startup à accélérer, aussi à voir comment ils ont pu travailler avec d'autres groupes de presse. Et donc, essayer de faire vivre les pépites qu'on a ici dans la région, au niveau national. Laurent, en tant que parc d'innovation, est-ce que c'est quelque chose que tu décèles, ça aussi? Oui, mais globalement, je pense qu'effectivement, cette question du territoire et la capacité des grands groupes quand même à avoir une existence locale et d'avoir envie de faire vivre l'écosystème qui est autour d'eux. Oui, on le constate nous, concrètement. Hein, c'est vrai que on voit bien que la plupart des grands groupes qui ont une présence ici sur ce territoire ont quand même tendance spontanément à venir nous chercher en tant que médiateurs, à nous aider à sourcer, parce qu'ils ont évidemment envie de s'impliquer sur le territoire. On trouvera toujours des contre-exemples, mais globalement, non, c'est une vraie volonté. Et probablement que la crise est en train, que l'on traverse aujourd'hui, est en train de renforcer ce sujet, parce que tout le monde sait qu'il y a un enjeu quand même fondamental autour de tout ça. Merci beaucoup, merci à tous. Pierre, je vais te laisser le mot de la fin avec un mot que nous allons adresser aux start-upers qui nous regardent. Chers amis start-upers, si vous avez envie de travailler avec les grands groupes, faites-le. Je vois Fabien qui sourit. Faites-le, mais ayez conscience de ce que vous êtes, du contexte dans lequel vous évoluez. Faites preuve d'ambition, faites preuve d'envie, mais est-ce qu'on peut dire garder d'une certaine manière les pieds sur terre, Pierre Billet? Oui, il n'y a pas de sujet sur le fait que quand on est une start-up ou une PME innovante, on a besoin de travailler avec des grands groupes ou des ETI, on en parlait tout à l'heure. La question est plutôt comment, et donc comment, c'est passer peut-être dans un premier temps par des relais qui peuvent être soit, d'ailleurs, les incubateurs, les accélérateurs des territoires et des structures comme Big Up qui peuvent aussi permettre d'aller au-delà du territoire. Et puis, bien sûr, de s'intéresser à ce que font les grands groupes. Je pense que il y a un élément aussi alors qui est important, c'est cette notion de coopération et de bienveillance. Hein, d'une façon générale, aujourd'hui, les gros qui mangent les petits, etc., tout le monde a vu que ça ne marchait pas. Hein, ça donne des indigestions gros et ça ne sert à rien parce qu'on tue l'intérêt de ce pourquoi on a été chercher la start-up. Je pense qu'on pourrait même réfléchir, et c'est ce que nous, au niveau de Big Up, avec Lucie, on a réfléchi aussi pendant le confinement, à voir comment on pourrait monter un programme qui associe à la fois des grands groupes avec des présences territoriales, peut-être certains de leurs grands clients ETI qui sont en recherche d'innovation, mais qui n'ont pas justement toute cette structure d'open innovation disponible. Et puis, les startups qui ont des offres et des solutions innovantes à faire, avec l'appui des collectivités territoriales et surtout l'appui des acteurs territoriaux de l'écosystème comme Pleine Image ou d'autres, de façon à pouvoir monter un système qui permette de mieux définir les besoins, d'accélérer et de qualifier la rencontre et, in fine, de mieux réussir l'industrialisation de la solution. C'est ce que nous, on appelle passer du rêve à la réalité, passer de l'envie d'innovation à l'industrialisation de cette innovation. C'est tout ce qu'on souhaite pousser et, avec notre petite pierre, faire avancer. Merci beaucoup à tous. Cette dernière table ronde est terminée. Merci Laurent Tricard, Pierre Billet, Fabien Girard, Pierre-Yves Koch, Paola Dialva et Erwan Taney. Taney ou Taney? Taney. Taney. Taney, voilà, Taney. Merci à tous. Merci, dans la tête. Excellente fin d'après-midi à vous. Et c'est Alexandre qui va nous rejoindre de nouveau. Je vous invite à descendre de scène. Et c'est Alexandre qui va nous rejoindre de nouveau pour clore cet après-midi de table ronde. Alexandre, on va te voir dans quelques secondes. Ça y est, on te voit. C'est ça. Bon, on a pris un retard de fou, mais
on a pris un retard de fou, mais en même temps, on a laissé un peu continuer parce que on en avait besoin. On en avait besoin. Très intéressant. On en avait besoin et je pense que vous êtes encore pas mal à être resté connectés. Donc, ça prouve aussi que, pardon, que les échanges ont été bien riches. D'ailleurs, je tiens à remercier tous nos participants qui étaient On va les applaudir. Il n'y a que nous, mais on les applaudit. Voilà. On n'est que deux. On les applaudit. On les applaudit derrière son écran. Je les invite. Non, c'est vrai, je l'avais dit en préambule, des intervenants experts dans leur métier et passionnés. Et c'est vraiment ce qu'on a vu cet après-midi. C'était un vrai bonheur de les entendre échanger. On avait envie de passer des heures et des heures à les écouter, chacun dans leur spécificité. Et puis la chance d'avoir là pour des grands groupes, des grands experts présents. Et c'est ça, je pense que c'était au rendez-vous. La qualité était au rendez-vous. Tout à fait. D'ailleurs, je précise à tous les participants que vous allez recevoir normalement une demande, une évaluation de l'événement. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Nous, c'est comme ça, effectivement, qu'on peut nous améliorer, et également qu'on vous propose des événements toujours plus pertinents et qui répondent à vos besoins, à vos véritables demandes, à vos problématiques. C'est vraiment notre corps de métier chez Hauts-de-France Innovation Développement. D'ailleurs, j'insiste, si vraiment vous voulez être accompagné, contactez-nous. De toute façon, nous, on prend pas de ticket. C'est vraiment nos missions et on vous orientera vers les interlocuteurs adéquats dans l'écosystème. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on va dire pour le mot de la fin. Merci Alexandre. Merci à toi, José. Nous avons parlé pour l'animation. Merci à l'équipe, à mon équipe, à HDFID. Alors vous les voyez pas, ils sont en coulisses avec moi, Marina, Yvon, qui sont également sur l'animation et la modération de l'événement. Donc je les remercie également d'être présents. Et je vous invite également à aller voir d'autres événements RRI. On va vous envoyer un lien directement vers le programme. N'hésitez pas à cliquer dessus, à vous inscrire à d'autres événements qui pourront être tout aussi intéressants pour vous. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous. Et c'est la fin de ces tables rondes de Startup Day. À bientôt. À bientôt. Au revoir.